Il est au pupitre là-bas. Bien. Bienvenue à tous et à toutes, avec l'espoir que, après ces agapes, encore une fois très chaleureuses offertes par l'UNESCO, comme l'Afrique sait le faire, vous avez pu récupérer et vous êtes fin prêts pour la mastication du cerveau. Des cerveaux, devrais-je dire. Comme à la première, nous poursuivons cet après-midi cet exercice audacieux qui consiste à aborder les questions qui nous, entre guillemets, prennent la tête parce que ce sont des questions théoriques, ce sont parfois des questions conceptuelles, mais ce sont dans tous les cas des questions importantes, pour ne pas dire décisives, à la fois pour l'UNESCO, donc pour nous, collectif des ambassadeurs africains réunis au sein du groupe Afrique, mais aussi pour le continent, parce que la conception que nous allons nous faire de plus en plus de notre rôle à l'UNESCO, ce ne sera pas seulement de rapatrier vers nos pays des résultats pour alimenter des politiques publiques, mais aussi de marquer ici, in situ, dans les murs de l'UNESCO et à Paris, la présence africaine. Depuis des années, la semaine africaine essaie d'atteindre ce but, mais avec l'impulsion qui nous est donnée de plus en plus, notamment depuis son arrivée à la tête du groupe africain de l'UNESCO, de mon frère, M. Jules Souleymane Diop, son Excellence ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO. Nous sommes quelques-uns à croire que nous avons les outils, les ressources et les arguments nécessaires pour faire de l'UNESCO une véritable agora, c'est-à-dire un lieu d'échange, un lieu de création, un lieu d'ouverture à l'UNESCO bien sûr en interne, mais également à la diaspora africaine en Europe et particulièrement à Paris. Et donc cette édition de la Semaine africaine est placée sous ce sceau. Et avant toute chose, je vous demanderai poliment, mais sincèrement, d'applaudir encore une fois cette deuxième journée M. Jules Souleymane Diop, le président du groupe Africa. Je voudrais associer à ces applaudissements ceux qui sont légitimement mérités par deux femmes. Il est seul homme, il y a deux femmes. Son Excellence, Madame Ramata Ly, ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Et surtout la bien nommée Rachel, que tout le monde connaît par son prénom. Son Excellence, ambassadrice du Gabon auprès de l'UNESCO. Continue à transmettre petit à petit l'expérience du groupe Afrique par une fois au sein de notre groupe. Et croyez-moi, nous en sommes très 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 fiers. Applaudissements pour ces deux dames. Pour clore cet aspect, vous avez vu qu'à la tribune, il y a comme modératrice Madame Dominique Dupuis, qui nous vient des Caraïbes et des îles, de la bien nommée République haïtienne, qui est rattachée à l'Afrique par bien de liens, au moins Toussaint l'Ouverture et des Salines, mais aussi par le compas haïtien, qui nous fait souvent chavirer
sur un tempo proche de la rumba. Madame Dominique Dupuis, que je vous demande d'applaudir. Et à ses côtés, nous accueillons avec honneur et plaisir Madame la ministre de la Culture de la Côte d'Ivoire, Madame Françoise Remarque, qui a fait le voyage spécialement, et nous allons l'entendre et l'apprécier tout à l'heure. À la gauche de Dominique, il y a notre doyen à tous ici. Oh oui, on dit en Afrique qu'un vieillard qui meurt, vous connaissez la suite, parce que vous connaissez nos classiques, n'est-ce pas? Méduse Boutizienne. Donc, la présentation du CV me prendrait toute une après-midi. Pas moins. Doyen, tu peux te lever qu'on te voit bien, qu'on t'applaudisse. Une ressource rare, une pépite, parce qu'il est l'un des continuateurs de la longue tradition des grands historiens africains, des grands conteurs du récit historique des peuples du monde ayant voyagé sous la contrainte de l'esclavage jusqu'aux Antilles et ayant fait le retour. Il est aujourd'hui parmi nous après avoir passé un long voyage de 14 heures qui l'amène directement de Colombie, où il a été représenté le continent et la cause pour laquelle nous nous battons tous. Applaudissons-le. Voilà pour la présentation, maintenant la matière. Nous allons démarrer, je vais laisser le perchoir à mon jeune frère, Fleur Diop du Sénégal, qui est le vice-président de la commission scientifique avec moi. C'est lui qui va être le maître de cérémonie tout à l'heure. Et je voudrais vous inviter à une certaine discipline sur un point. Hier, nous avons eu un très bon débat de qualité. Et nous avons constaté que lorsque les panélistes du premier segment se sont levés, peut-être par fatigue, peut-être pour d'autres raisons, la salle s'est un peu vidée. Ça a été un peu regrettable. Je voudrais que nous prenions ensemble l'engagement de ne pas quitter nos positions dans la salle pour que, après le panéliste, j'allais dire entre guillemets magistral, qui sera animé tout à l'heure par la ministre de la Culture et par le doyen de l'Outienne, nous puissions écouter avec beaucoup d'intention les 6 autres panélistes, et croyez-moi, parmi lesquels il y aura matière à écoute et à débat. Je m'arrête là et je passe maintenant la parole à Madame Dominique Dupuis, ma sœur, ma collègue, pour qu'elle vous présente le conducteur des débats de tout à l'heure. Encore une fois, merci pour votre attention. Excellences, distingués délégués, en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue à cette deuxième journée de débat de la commission scientifique à la Semaine africaine à l'UNESCO. C'est avec un grand honneur qu'Haïti, fier membre du groupe Afrique de l'UNESCO depuis l'an dernier, s'associe à cet événement. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude au président du groupe Afrique, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Diop du Sénégal, cher Jules, ainsi qu'à son Excellence l'ambassadeur Oseibi de la République du Congo, cher Henri, d'avoir pensé à moi pour la conduction de ces débats. Je dois aussi remercier de façon spéciale l'ambassadrice du Gabon, ma chère sœur Rachel, pour son soutien inconditionnel. Le modérateur de la séance d'hier, mon frère, l'ambassadeur d'Éthiopie, cher Enoch, a mis la barre très haut, et je vous avertis que je tâcherai d'être aussi sévère que lui dans la gestion du temps et que je souscrirai pleinement à son exigence du franc-parler. Pas de langue de bois entre nous. Le thème de ce panel aujourd'hui, l'apport culturel et civilisationnel de l'Afrique au Nouveau Monde, a une grande résonance pour moi, une fille d'Afrique née dans le cœur de l'Amérique, en Haïti. Haïti, première république noire fondée en 1804, suite à une révolution anticolonialiste
anti-esclavagiste, anti-raciste, qui changea le cours de l'histoire de l'humanité. Mesdames et messieurs, dans cette maison de l'UNESCO, gardienne du projet de la route des personnes mises en esclavage, il nous revient d'être sensibles au sens des mots. L'apport, synonyme de contribution que nous allons aborder aujourd'hui, ne peut être évoqué sans penser à la violence colonialiste qui le provoque. Cette violence, mon pays et moi en portons la marque génétique indélébile. Seuls en la regardant droit dans les yeux, pourrons-nous pleinement saisir la valeur et la hauteur de l'apport de nos aïeux et de nos aïeuls au Nouveau Monde. L'apport, aussi synonyme d'investissement, synonyme de bien apporté par un époux au mariage. Cet apport de l'Afrique au Nouveau Monde se dessine sur les cendres d'un génocide. Il prend naissance à la sueur et au sang d'hommes et de femmes arrachés de leur terre, arrachés de leur famille, arrachés de leur vie. Il prend naissance d'âmes meurtries, de vies brisées, de membres amputés, d'un passage de non-retour. C'est un investissement sans retour pour l'Afrique, un mariage forcé. L'apport culturel et civilisationnel de l'Afrique prend naissance du seul choix, aussi cruel que capital, imposé aux enfants de l'Afrique dans le Nouveau Monde. Survivre ou périr. L'apport culturel et civilisationnel de l'Afrique éclot de ce choix, de cette décision de vivre, de cette espérance face à l'inhumanité, de cet acte de foi qui propulse à la résistance, à la résilience, à la lutte et à la victoire. L'apport de l'Afrique est donc complexe. Il ne se réduit pas à des catégorisations superficielles, culinaires, musicales ou religieuses. Il est stratifié, il est codifié, il est réinventé en kaléidoscope d'un parcours de douleur, transformé en ode à la vie. Derrière chaque rythme de tambour en Haïti, chaque intonation de mon créole, chaque saveur de Massoub-Joumou, chaque tracé de Vévé, se cachent les empreintes de l'ADN vibrant et victorieux de l'Afrique. La diversité culturelle et civilisationnelle afrodescendante du Nouveau Monde est le fruit de la conquête inédite de l'horreur par l'art de vivre et la joie de vivre. À mon sens, il n'y aurait pas eu de Nouveau Monde sans l'apport de l'Afrique. Il n'y a pas de monde sans l'apport de l'Afrique et il n'y aura pas un monde nouveau sans l'apport de l'Afrique. Pour écouter les réflexions à ce sujet, j'ai l'immense privilège d'inviter, pour ces propos de circonstance, Madame Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie de la République de Côte d'Ivoire. Madame Remarque est diplômée de grandes écoles de commerce à Abidjan et à Paris. Elle s'est distinguée tout au long de sa vie comme une femme leader, une femme active de premier plan, avec une longue carrière dans le secteur privé, au sein de la société civile, en Côte d'Ivoire et maintenant au sein de son gouvernement. Déjà décorée chevalier de l'Ordre national du mérite, elle a été récemment nommée ministre de la Culture et de la Francophonie de son pays, couronnement de parcours remarquable où elle a prouvé que l'une après l'autre, la hauteur des marches ne lui faisait pas peur. En Haïti, lorsqu'on veut montrer son respect et son admiration à une personne qui n'est pas de ses parents, on l'appelle quand même ma tante. Je vous invite donc à écouter ma tante Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire. Vous avez la parole. Excellences, Mesdames et Messieurs, que dire après ces mots si aimables? Alors, dans les marches que j'ai gravies, j'ai eu aussi l'insigne honneur d'être maintenant dans l'heure de l'Ordre national de la Culture. Ce n'est pas bien grave, mais je souhaitais d'abord vous exprimer au nom de la République de Côte d'Ivoire toute notre reconnaissance envers l'UNESCO, particulièrement sa directrice générale, qui nous a fait l'honneur d'associer l'Afrique, à travers moi, la Côte d'Ivoire, à ce grand moment de vie de notre institution. Merci d'avoir demandé à son Excellence le Président
président Alassane Ouattara de parrainer cette semaine la résilience et le développement économique de l'Afrique résonne particulièrement pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme vous le savez, sous le leadership de notre président, est un des pays moteurs du point de vue économique, du point de vue culturel, grâce à l'apport du président Ouattara. Il y a quelques années, je me retrouvais quelque part dans cette salle. Les souvenirs sont remontés en traversant cette salle à l'occasion d'un rendez-vous important autour de la jeunesse, autour des talents, autour de ce que représente finalement notre continent, cette jeunesse débordante d'énergie, cette jeunesse qui apporte aujourd'hui énormément à notre continent. C'est donc pour moi un honneur et une fierté de répondre présente à ces rendez-vous de partage et d'expérience. Merci particulièrement à Monsieur l'ambassadeur Jules Diop d'avoir réussi avec autant de brio cette semaine, qui est un événement incontournable dans l'agenda de l'UNESCO. Merci aux pays et en tout cas aux organisateurs qui ont démontré à travers leur engagement la capacité de mobiliser tous les acteurs, qu'ils soient économiques, culturels, autour du continent africain. Merci au comité scientifique, merci à Dominique pour tout le travail abattu pour arriver à un tel résultat. Ce partage d'expériences et divers sont importants, évidemment, dans l'éducation, la science, la culture. Ces moments empreints de cordialité, de fraternité nous donnent également l'occasion d'analyser et de renforcer l'intégration mondiale que prône l'UNESCO. Dont les objectifs fondamentaux, rappelons-le, sont de promouvoir entre autres la diversité, les expressions culturelles, le dialogue interculturel, l'éducation de qualité, le développement de la science par laquelle l'homme s'affranchira par la précarité. Tout cela aussi doit se mettre en rapport avec ce que représente le continent africain, et je remercierai le ministre du Tourisme de la Côte d'Ivoire qui a bien voulu se joindre à nous pour apporter son soutien à un moment aussi important. Merci, Monsieur le ministre, de par votre présence, de nous soutenir. La prise en compte de l'ensemble des dimensions permet de créer un environnement mondialement solidaire et tourné vers la reconnaissance des spécificités de chaque peuple pour arriver à créer un monde inclusif qui permet une circulation sans condition des particularismes de tous nos peuples. Aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Le repli identitaire d'un peuple ou d'une culture n'est plus acceptable. S'impose donc à nous de nouvelles perceptions en termes d'intégration dans le paysage culturel mondial. L'Afrique est solidaire de cette démarche universelle car elle croit, à l'instar de tous les autres peuples, que c'est dans la conjugaison de nos efforts et de nos savoir-faire que nous édifierons un monde sans peur et sans préjugés. L'Afrique est un continent dynamique, aux multiples talents, et les chantres de la négritude, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, pour ne citer que ceux-là, l'ont affirmé et défendu bien avant nous. Ai-je besoin de rappeler que plusieurs grands artistes, dont Pablo Picasso,
peinture, de la sculpture, du design, de la mode, de la musique, du cinéma, du théâtre, de la danse, de la littérature, l'Afrique est présente sur les scènes internationales grâce à des artistes qui font notre fierté. D'ailleurs, certains de nos plasticiens réalisent des records dans les ventes aux enchères à l'international chez Christie, Sotheby's, Accurium, Piazza. Désormais, occidentaux ou asiatiques jouent aux instruments de musique relevant de notre patrimoine culturel. Ils viennent apprendre nos langues et nos danses. Juste avant de venir, le professeur Yacouba Konaté, l'un de nos plus éminents critiques d'art au monde, m'a informé qu'il était invité en Suisse pour rendre hommage à Till Foster, un Allemand sémoufou. Ces personnes apprécient nos mets comme nous aimons les leurs. Ils écoutent notre musique comme nous écoutons la leur. Je me plais à rendre un vibrant hommage à nos écrivains qui ont fait le choix de convoquer l'imaginaire. J'en profite pour saluer la présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, qui est un de nos plus grands écrivains. Ainsi que, et donc je reviens, je me plais aussi à rendre hommage à nos écrivains, ambassadeurs qui ont fait le choix de convoquer l'imaginaire ainsi que les langues africaines dans leur création, depuis Amadou Kourouma, Soni Laboutansi, Aminata Sofal, Jean-Marie Adiafi, Emmanuel Dongala, Alain Mambou, pour ne citer que cela. Nombre de nos biens matériels et immatériels sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense à la rumba congolaise, aux Zaoulis de Côte d'Ivoire, aux balafons des communautés sémoufo du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, aux célèbres et aux combien délicieux riz aux poissons sénégalais, monsieur l'ambassadeur. Cette reconnaissance illustre l'intégration de notre culture africaine qui a toute sa place dans le nouveau monde culturel et civilisationnel. Mesdames et messieurs, l'Afrique est présente dans le concert des nations et nous contribuons au même titre que d'autres peuples à la consolidation. Et nous contribuons au même titre que d'autres peuples à la consolidation d'une civilisation mondiale prometteuse, parce que résolument tournée vers un processus inclusif axé sur le cosmopolitisme culturel. La Côte d'Ivoire contribue déjà à la construction de ce nouveau monde. Je citerai quelques actions menées dans notre pays à travers le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, qui est une biennale qui regroupe à chaque édition des artistes, des promoteurs et organisateurs de festivals et de spectacles, des acheteurs et des journalistes du monde qui se retrouvent pour célébrer la culture. C'est une belle tribune d'expression culturelle, un carrefour de culture africaine. Nous avons également venir le festival des musiques urbaines d'Anémago qui accorde une carte aux artistes du monde entier afin de diffuser la culture africaine et internationale. À l'occasion du dernier FENUA, la République démocratique du Congo était invitée. Nous avons décidé, puisque nous avons c'était pourquoi vous embêtez en fait. immatériel de l'UNESCO, la rumba et le zaoui, de créer un nouveau mouvement qui s'appellerait le zaou rumba ou le rumba zaoui. Enfin, voilà, on est encore en train de chercher le nom, mais ça démontrerait bien effectivement l'apport que nous pouvons faire aussi les uns envers les autres. Mesdames et messieurs, je remercie encore une fois l'UNESCO, sa directrice et l'équipe pour l'organisation de cette semaine africaine qui permet aujourd'hui de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Chers tous, je vous souhaite un excellent moment d'écoute et de partage avec des témoignages d'Africains de la diaspora d'horizons aussi divers que le sport, la littérature, la médecine, le journalisme et le monde juridique. Et maintenant, je laisserai donc la parole à un mouvement, personne que j'admire parmi vous, M. Doudou Diène, ancien directeur de l'UNESCO, près de l'ONU à New York, et aujourd'hui reconnu comme l'un des plus grands experts mondiaux en matière des droits de l'homme. On pourrait le considérer comme un frère
témoignage. Et où les concepts qui ne sont jamais neutres, qui n'est pas de construction des constructions, littéralement nous empêchent de vivre notre réalité et d'assumer notre réalité. Donc, ma première démarche, c'est d'interroger le titre de notre rencontre. D'abord, le concept d'accord. C'est un concept sympathique, aimable, convivial. On apporte dans une rencontre. Mais quand on met ce concept dans une perspective historique, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'accord, qu'il s'agit de dynamiques profondes et complexes, marquées par la violence, mais aussi la dignité et la résistance. Donc, apport. Je pense qu'il n'y a pas d'apport, mais qu'il y a une dynamique culturelle extrêmement profonde qui marque encore notre monde actuel. Le deuxième concept que je voudrais introduire juste un peu, rapidement, c'est le concept de civilisation. Je vous rappelle quand même, parce que je pense que cette maison, ce qu'on a fait dans l'UNESCO jusqu'au lendemain des indépendances, les pays africains, c'est eux qui l'ont fait. Ils ont emmené avec eux les 77, les non-alignés. C'est de faire comme les chasseurs primitifs africains. C'est-à-dire que pour les chasseurs primitifs, chaque pierre qu'ils rencontrent, ils leur pour voir ce qui vient en dessous, s'il y a une trace de l'animal qu'ils chassent. Littéralement, les Africains qui sont arrivés, Gérald Diop, tous les autres, c'est de relire, de remettre en question les concepts de l'UNESCO. Et l'un des premiers concepts que les Africains ont porté, je veux l'amener dans notre rencontre aujourd'hui, c'est de revenir, de revisiter le concept de civilisation. Parce que nous savions que c'est derrière ce concept de civilisation que la colonisation a été légitimée. La colonisation, rappelez-vous, il ne faut pas oublier, il faut se garder à l'esprit. Les concepts ont des histoires, mais ils ne viennent pas du cosmos. Des constructions légitimées. Le concept de civilisation est apparu graduellement, chronologiquement, sensiblement, lorsque l'Europe a, très gourmande d'appétit, a voulu s'enrichir par les richesses du monde. Et donc, conquérir le monde pour s'enrichir. Le premier objectif était d'enrichir, économique, civilisationnel, tout ça. Enrichir, économique, exploiter. Et pour légitimer cette entreprise purement matérielle, de domination matérielle, l'Europe a construit le concept de civilisation. Tout simplement parce que dans sa démarche de conquête, de domination et d'exploitation, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas que de l'or, du coton, du sel, des produits matériels pour enrichir, remplir ses caisses des banques, etc. Mais il y avait des êtres humains, des hommes et des femmes, des peuples. Et là, l'Europe a estimé qu'il fallait légitimer l'entreprise économique. Et c'est là, sur le rappel, c'est important, il faut garder ça quand on parle de civilisation, qu'elle a décidé de créer un concept civilisation et de légitimer son entreprise de domination par une démarche civilisationnelle. Et la légitimation était de dire, nous sommes en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, pas seulement pour du coton, des richesses, mais pour civiliser. Et civiliser, je reviens là-dessus, veut dire que ce que nous rencontrons, les peuples et les populations, les hommes et les femmes, nous allions leur apporter notre
philosophes, leurs écrivains, leurs scientifiques ont hiérarchisé la civilisation. Oui, on va civiliser. Notre entreprise est une entreprise de civilisation. Mais quand nous parlons de civilisation, c'est simplement parce que nous estimons que nous avons atteint le stade suprême de la civilisation et que donc, la connotation de cela, c'est que ceux que nous allions rencontrer avaient besoin qu'on leur apporte cette lumière, cette connaissance, cette vision du monde. Donc, c'est un mot connoté qu'il faut le visiter absolument, de manière critique, parce qu'il sort dans le bavardage politique actuel chez nous comme ici. Donc, concept de civilisation, je pense qu'il va falloir le revoir. Et je disais l'autre jour au 5e anniversaire de M. Beau, l'homme qui a été l'un des acteurs avec les pays du tiers-monde, le secours et le cocotier de toutes ces constructions, littéralement. On a fait son 5e anniversaire. Moi, je propose, et je vous le propose, et je le dis, d'autres ont aussi la même idée. Parce que comme la notion de civilisation a été une légitimation historique de domination, et que nous savons que le mot a été le costume d'un certain nombre de pays qui ont ensuite commis des crimes innommables. Certainement le crime de l'esclavage, qui est, je vous rappelle ce que disait Jean-Michel Deveau, l'historien français de Nantes, que l'esclavage transatlantique est la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Je cite Jean-Michel Deveau. Ici aussi. Que l'esclavage transatlantique est la plus grande tragédie de l'histoire humaine. Jean-Michel Deveau. Et donc cette tragédie. Et donc l'autre tragédie, c'est que ce même costume de civilisation a été revêtu par des pays qui, ici en Europe, en Allemagne, qui ont fait l'Holocauste. L'Allemagne de l'époque, je ne parle pas de l'Allemagne de l'époque. L'Allemagne des grands philosophes, des opéras, des consorts, etc. Et qui ont abouti à la décision d'exterminer une communauté, d'exterminer physiquement, c'est-à-dire d'effacer. Donc, je vous invite à revisiter ce concept dans notre thème d'aujourd'hui. Alors, le dernier concept qu'il faut interroger, c'est celui de nouveau monde. C'est un concept construit, et connoté. Le nouveau monde. C'est eux qui, dans cette démarche d'entreprise de domination, d'exploitation, domination, qui ont, après Christophe Colomb, qui cherchait l'Asie d'Inde, et par hasard est tombé là, dans les Antilles et en Amérique, et les penseurs européens, dans leur gourmandise et surtout de civilisation, ont nommé Nouveau Monde. Et l'ont caractérisé d'une manière qui dit de l'entreprise découverte. Découverte, c'est que là-bas il y avait des peuples qui étaient là depuis la nuit des temps, qui mangeaient, dormaient, avaient des amours, des morts, des tout. Nouveau monde. Nouveau. Donc,